Bonjour à tous. Sans plus attendre, c'est parti pour le deuxième épisode de cette série de podcasts Paroles d'experts consacrée aux MOOC. Nous allons découvrir au sein de ce deuxième épisode la genèse des MOOC et une proposition d'avenir envisageable. Alors moi je pense que, tu sais, si tu regardes, si tu mets un peu une perspective historique sur le MOOC, tu sais, c'est Coursera qui va à Stanford et qui dit ok, on va améliorer votre modèle économique. L'idée c'est que vous avez des élèves qui payent $100 000 l'année. Et donc ce qu'on peut faire, c'est que de toute façon en présentiel, vous allez garder ce pool d'élèves. Mais par contre, ce que vous pourriez faire, c'est découper votre cours et l'offrir en certificat à des gens. Et ces gens, c'est la foule. Et le monde entier pourrait payer 500 € un certificat de Stanford sur un cours d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était la promesse initiale. Ça a plutôt bien marché, mais aujourd'hui, moi, ce que je vois, si on fait un peu de futurologie, donc il faut le prendre avec beaucoup de précaution, c'est la possibilité qu'en fait les facs, demain, se fassent disrupter plutôt par les profs, plutôt que par les plateformes comme Coursera. Autrement dit, aujourd'hui, je pense que tu pourrais avoir un modèle avec des profs qui se font des contrats avec des boîtes d'audiovisuel et qui font des produits stars. Pourquoi ? Parce que imagine en entrepreneuriat, tu veux faire un MOOC. Il y a un prof en entrepreneuriat qui est formidable et qui est hyper connu, qui s'appelle Steve Blank. Quand tu fais le MOOC de Steve Blank avec telle fac, imagine Stanford, je ne crois pas que ce soit le MOOC de Stanford, mais est-ce que tu achètes le label Stanford ou est-ce que tu achètes le label Steve Blank ? Si demain tu achètes le label Steve Blank et plus le label Stanford, en fait les facs vont être disruptés par les profs qui vont en fait partir de la fac, faire des produits stars, et après tu vas avoir un marché du MOOC porté par des profs et accompagné par des spécialistes de l'audiovisuel. En fait, ce scénario-là, il est probable, il n'est pas certain, mais il est possible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce marché-là, à mon avis, se structurera un peu comme un marché de longue traîne, c'est-à-dire qu'en gros, tu auras 3-4 produits stars, c'est-à-dire que si tu veux faire un cours d'intelligence artificielle, ça sera monsieur machin, prof à dans telle fac, émérite. Et derrière, après, c'est la longue traîne, donc c'est un peu comme le marché de la musique, c'est-à-dire que tu as plein de petits acteurs qui vont se partager une petite audience. Par contre, tu auras des produits stars qui vont prendre pratiquement toute l'audience. C'est ce qu'on appelle une structure de marché winner takes all, qui est le vainqueur gagne tout le marché, quoi. Je pense que ce que peut t'apporter la marque d'une grande université prestigieuse, c'est aussi la caution scientifique. Tu vois, donc et je pense que ça c'est important. Maintenant, la caution scientifique, certaines personnes l'ont sans la marque de la fac. Steve Blank, il a une caution scientifique parce qu'il publie dans les meilleures revues, parce qu'il a un passé de chercheurs qui lui en fait ont apporté la caution scientifique. Aujourd'hui, quelqu'un qui serait pas un ancien enseignant-chercheur reconnu aurait du mal à avoir une légitimité scientifique sur des sujets où en fait sans doute que les apprenants viennent quand même chercher une caution scientifique. Pas sur tous les sujets. Sur les sciences dures, c'est sûr. Sur les sciences sociales, moi, ça me semble pratiquement sûr. Après, sur d'autres sujets qui sont plutôt périphériques, tu peux en douter. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, je sais pas, tu vois. L'entrepreneuriat, si tu as un MOOC qui est fait par un ancien entrepreneur, qui n'est pas un enseignant-chercheur, qui est quelqu'un qui vient du terrain, mais qui, en fait, conceptualiserait sa vision, qui la théoriserait et qui ferait un MOOC, je pense que les gens pourraient acheter ça.